Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de ce cours sur la trigonométrie et j'ai envie de dire, eh bien, objectif rempli. Le but que nous nous étions fixés au début de cette série de vidéos, à savoir être capable d'étudier les mesures d'un triangle, eh bien ce but, il est atteint grâce aux différents outils que nous avons pu voir au cours de ces vidéos, le théorème de Pythagore, la somme des angles d'un triangle, les rapports trigonométriques qui permettent de passer des côtés aux angles et des angles aux côtés. Eh bien grâce à tous ces outils, nous savons maintenant, vous savez maintenant parfaitement étudier les triangles et reconstituer les données qui vous manquent sur un triangle à partir de celles que vous avez, si elles sont suffisantes. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que la trigonométrie ça s'arrête là, que la trigonométrie c'est fini, ça y est, nous savons étudier les triangles, donc on n'a plus rien à dire sur ce domaine? Eh bien pas tout à fait. Pourquoi? Parce que en mathématiques, et d'ailleurs en sciences en général, à chaque fois qu'on se pose des questions et qu'on y répond, il y a toujours plein d'autres questions, plein d'autres choses qui arrivent en cours de route, et plein d'autres questions qu'on a envie de se poser pour élargir encore plus notre champ, notre vision de ce que l'on étudie. La trigonométrie ne fait pas exception à cette règle, et il se trouve que les différentes choses qu'on a vues dans ces vidéos, à savoir notamment les rapports trigonométriques, sinus, cosinus et tangente, ont des applications, ont des généralisations qui dépassent largement le cadre de la simple trigonométrie en tant qu'étude des triangles. Et c'est ce que j'ai envie de vous présenter un petit peu maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent dans cette dernière vidéo. Vous présenter très rapidement, sans y passer trop de temps, sans trop s'attarder, je ne vais pas tout détailler, vous présenter rapidement quelles sont les généralisations, quels sont les domaines dans lesquels ces fonctions trigonométriques vont pouvoir encore s'appliquer. Et tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les rapports trigonométriques qu'on a vus, sinus, cosinus, tangente, peuvent se définir pour des angles qui ne sont pas forcément des angles qui sont compris entre 0 et 90 degrés. Alors ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez étrange quand on le dit comme ça, parce que un sinus, par exemple, c'est défini comme étant le côté opposé sur l'hypoténuse, donc il faut un triangle rectangle pour définir un sinus, et dans un triangle rectangle, les angles valent forcément, les angles qui ne sont pas l'angle droit, valent forcément entre 0 et 90 degrés. Et pourtant, il existe un autre point de vue qui permet de définir les sinus, les cosinus et les tangentes de manière plus générale, de façon à pouvoir les définir aussi pour des angles, par exemple, comme des angles de 100 degrés, de 180 degrés, ou même des angles négatifs, c'est ce que l'on appelle les angles orientés. Ce point de vue, qui permet de définir ça de façon plus générale, c'est ce que l'on appelle le cercle trigonométrique. Et pour tracer un cercle trigonométrique, il faut commencer par se donner deux axes, comme cela, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, puis tracer un cercle centré à l'origine de notre repère et de rayon 1. Donc ici on a 1, ici on a moins 1, ici on a moins 1, ici on a 1. Et sur ce cercle, eh bien, nous allons pouvoir tracer et représenter facilement les sinus et cosinus d'un angle. Pour ceci, on va commencer par partir de l'origine et puis tracer un angle comme ceci qui fait avec l'axe des abscisses un angle alpha. Eh bien, quand on a un angle alpha comme ça, on obtient un point qui est ici. Eh bien, le cosinus de l'angle alpha, c'est tout simplement l'abscisse de ce point-là ici, donc ici on a cos alpha, et le sinus de l'angle alpha, eh bien c'est tout simplement son ordonnée. Pourquoi ça? Eh bien c'est assez facile à voir, parce que vous voyez que ici, dans notre cercle, on a tracé un triangle rectangle qui se trouve là, avec un angle droit ici, et dont l'hypoténuse mesure 1. Tout simplement parce que c'est un rayon, l'hypoténuse c'est un rayon de notre cercle, et que notre cercle il a un rayon égal à 1. Et vous savez que dans un triangle rectangle, c'est ce qu'on a déjà vu, pour passer de l'hypoténuse au côté adjacent, il faut multiplier par le cos alpha. Donc le côté adjacent, c'est 1 fois cos alpha, donc c'est bien le cosinus de alpha. Et pour passer de l'hypoténuse au côté opposé, qui se trouve là, on multiplie par le sinus. Donc le côté opposé mesure le sinus. Et ici, ça correspond bien à l'ordonnée de notre point qui se trouve là. Alors ça permet effectivement de représenter les sinus et cosinus de notre angle alpha. Mais vous voyez que grâce à cette représentation, eh bien, nous allons pouvoir faire la même chose, mais pour des angles qui dépassent 90 degrés. Par exemple, on peut prendre un angle comme ceci, qui doit valoir à peu près ici 110 degrés. Eh bien, nous avons un point ici, avec notre angle qui est là. Et ce point-là, on peut définir de la même façon son abscisse, qui se trouve là, et son ordonnée, qui se trouve là. Et son abscisse et son ordonnée, on va pouvoir dire par définition que ça correspond à son cosinus et son sinus. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, le cosinus d'un angle plus grand que 90 degrés, eh bien c'est un nombre négatif, parce que là, sur l'axe des abscisses, on est avant 0. Et de la même façon, on va pouvoir aussi définir cosinus et sinus pour des angles négatifs. Par exemple, on peut prendre un angle qui, au lieu de tourner dans ce sens-là, va tourner dans l'autre sens, comme ceci. Et là, on va pouvoir de la même façon définir abscisse ordonnée et définir le cosinus et le sinus de cet angle-là. Au final, vous voyez que pour n'importe quel nombre réel,
positif ou négatif, on peut définir ce que c'est le cosinus et le sinus, et on pourrait faire la même chose pour la tangente. De cette façon-là, on obtient donc ce que l'on appelle maintenant non plus des rapports trigonométriques, mais carrément des fonctions trigonométriques, et des fonctions que l'on peut d'ailleurs tracer dans un système d'axes. On peut tracer, comme ceci, des axes, et dire qu'on va tracer, par exemple, la fonction sinus en fonction de son angle. Et si on fait ça, on obtient une fonction qui ressemble à ceci, qui fait des vagues comme ceci. Le sommet des vagues fait 1, et la base des vagues est à moins 1. Et ça se répète en réalité tous les 360 degrés. C'est logique quand on voit ce cercle, parce que quand on fait un tour de 360 degrés, on revient au point de départ. Et donc là, nos vagues, elles se répètent tous les 360 degrés. Et donc on obtient comme ça des fonctions qu'on appelle des fonctions trigonométriques qui vont être utiles dans des tas d'autres domaines des mathématiques. Par exemple, pour étudier quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle les nombres complexes. Eh bien, quand on étudie les nombres complexes, ces fonctions trigonométriques généralisées permettent de faire des choses, de faire des calculs, de donner des représentations plus simples des nombres qu'on étudie, et obtiennent comme ça, ont tout un large champ d'action au-delà des triangles rectangles dans ce domaine-là des mathématiques. Et d'ailleurs, le fait qu'elles puissent s'appliquer à d'autres domaines des mathématiques que les triangles, eh bien c'est aussi ça qui, en retour, va pouvoir nous permettre de trouver de nouvelles propriétés de ces rapports trigonométriques et va nous permettre aussi d'étudier et de connaître plus de choses là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo précédente, je vous avais dit qu'il n'existait pas de formule simple pour donner le sinus d'un angle à partir de cet angle. Une formule simple qui permet de calculer combien vaut le sinus. Et puis je vous avais un petit peu laissé entendre que ce n'était pas tout à fait vrai et qu'en réalité il existait des formules mais un peu complexes, un peu pas au sens très simple qu'on peut entendre, qui permettent quand même de calculer ces fonctions trigonométriques. Eh bien c'est grâce à ces domaines-là, c'est grâce à cette extension de la trigonométrie dans d'autres domaines que l'on peut connaître ces formules-là. Et en l'occurrence, par exemple, pour le sinus, eh bien on peut dire que le sinus d'un angle alpha, c'est égal à... Alors ça ne va pas être une formule très simple, mais ça va être une formule qui est une formule infinie. C'est-à-dire qu'en réalité, le sinus d'un angle alpha, c'est égal à alpha moins alpha à la puissance 3 divisé par 1 fois 2 fois 3, plus alpha à la puissance 5 divisé par 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, moins alpha à la puissance 7 divisé par 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à fois 6 fois 7, plus, etc. Et cette formule, elle est infinie. En réalité, tous les termes qu'on écrit ici dans cette somme, ils sont de plus en plus petits. Et si par exemple on fait la somme des 4 premiers termes que j'écris là, on obtient une approximation du sinus. Si on rajoute le cinquième terme qui va arriver juste après, on va avoir une approximation encore meilleure. Puis si on ajoute le sixième terme, etc., on va avoir une approximation qui va être de plus en plus bonne. Et en réalité, cette formule, c'est une formule qui est infinie et qui, si on en fait juste une partie, on obtient des approximations qui sont de plus en plus proches de la valeur réelle du sinus. C'est dans ce sens-là que l'on connaît aujourd'hui des formules qui donnent le sinus. Vous voyez comment ça marche, hein. À chaque fois ici, on a le plus et moins qui alternent, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Et puis les termes ici, c'est à chaque fois des puissances impaires, donc 3, 5, 7, puis après ça va être 9, 11, etc. divisé par le produit des nombres de 1 jusqu'à la puissance. Donc là, le produit de 1 à 3, puis de 1 à 5, etc. Voilà, c'est une formule qui permet de donner le sinus. C'est une de ces formules qui sont issues de ces domaines des mathématiques dans lesquels la trigonométrie trouve sa prolongation. Et puis, pour terminer, il se trouve que la trigonométrie, ça a aussi des applications en dehors des mathématiques pour tous les phénomènes en physique que l'on appelle les phénomènes ondulatoires. Par exemple, les ondes, ce sont par exemple les ondes sonores. Quand on parle, quand on fait de la musique, eh bien ce sont des sons. Et les sons, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est des vibrations de l'air. Et ces vibrations, elles peuvent se modéliser par des fonctions sinus. Si on a une note parfaitement pure, eh bien, ça veut dire que l'air vibre selon une fonction sinus. Après, si on a des notes qui correspondent à des sons un peu moins purs, avec des sons mélangés, comme le son d'une voix, ou qui ne sont pas forcément des notes exactes, eh bien, ça va être des combinaisons de plusieurs sinus, de plusieurs cosinus, qui vont rester des vibrations, comme ça, qui peuvent se modéliser par ce type de fonction. C'est vrai pour les sons, et puis c'est vrai pour tout ce qui peut se modéliser par des ondes en sciences physiques. C'est vrai pour les ondes lumineuses, c'est vrai pour les ondes électromagnétiques en général. C'est vrai par exemple aussi pour le courant que vous avez dans les prises de courant, qui sont le courant alternatif, et qui peut se modéliser, voilà, comme ça, par des fonctions trigonométriques. Donc voilà, vous voyez que
La trigonométrie, c'est pas fini, il y a des tas de domaines et ça se prolonge bien au-delà des simples triangles rectangles. Évidemment, là, tout ce que je vous ai dit, c'est une simple introduction. On pourrait encore discuter des heures sur la trigonométrie et sur toutes ses applications, sur toutes ses prolongations. Nous arrêtons là et on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos sur d'autres thèmes.